Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce 57e épisode de Kiss My Ace, le podcast de jeux blancs. Aujourd'hui, on va parler de cette fin de saison 2025 avec le dernier Master 1000 qui s'est passé chez les hommes à Paris, près de la Défense, qui a vu sacrer Yannick Sinner, comme on l'avait pronostiqué la semaine dernière, même si le chemin ne s'est pas passé comme prévu. On a eu le bon vainqueur et puis on terminera avec un mot quand même sur le Masters féminin qui a commencé depuis 3 jours. On a déjà une qualifiée et une qui ne peut plus euh, croire en ses chances de demi-finale déjà dans le groupe Serena Williams. Mais ça, on en reparlera à la fin. Mais avant de commencer, je vais quand même me présenter celle qui sera avec moi. Il y a Alice avec moi. Comment ça va? Écoute, ça va très bien. Je trouve que cette fin de saison est palpitante, donc j'ai hâte d'en parler avec toi. Ouais, bien sûr. Et puis on va tout de suite commencer avec le dernier tournoi qui s'est déroulé, donc le Master 1000 de Paris-Bercy, qui a vu Yannick Sinner sacré en battant Auger Aliassime en finale. Donc 6-4, 7-6 pour être précis. Donc une finale où même si Félix a quand même montré de très belles choses et a quand même montré une résistance sur le nouveau numéro un mondial désormais. Euh, on a quand même senti un Sinner en contrôle, qui n'a jamais douté, qui n'a jamais paru très en danger, surtout. Et ça tout au long de son tournoi de manière plus générale. Euh, Alice, je vais te lancer sur ta finale. Qu'est-ce que tu en as pensé et qu'est-ce que tu en tires pour ces deux joueurs? Bah écoute, j'étais ravie de voir ce match-là. J'étais aussi assez surprise finalement des finalistes. Non, je voyais, comme tu l'as dit, hein, on avait pronostiqué Sinner dans cette finale, mais j'étais aussi j'étais surprise entre guillemets parce que ces deux joueurs avaient la semaine précédente déjà gagné un trophée avaient remis un trophée dans leur escarcelle. Et du coup, j'ai trouvé que sur l'enchaînement, sur cette fin de saison, que ce soit Félix Auger-Aliassime ou Yannick Sinner, arrive quand même à faire un enchaînement. On parle beaucoup du physique des joueurs et est-ce qu'ils sont capables de tenir vu les exigences du calendrier. Et là, on a deux joueurs qui, bon, à différentes échelles, on est bien d'accord, à différentes échelles, ont quand même réussi à montrer que oui, ils étaient capables de claquer un bel enchaînement. Après, sur la finale en elle-même, comme tu disais, bon, je sais pas si je peux revenir sur le tournoi de Félix Auger-Aliassime Si, qui était vas-y, quand même vas-y, vas-y, bien sûr. assez impressionnant parce que bon, comme tu l'as dit, sur la finale, on a senti vraiment le gouffre et certaines hésitations fatales contre Yannick Sinner et en même temps, il provoque ces fautes-là. Donc voilà, c'est pas que Félix qui s'est pris les pieds dans le tapis au mauvais moment. Mais sur l'ensemble de la semaine, vraiment, c'est hyper encourageant ce que Auger Aliassime a proposé en indoor. Voilà, et puis bon, pour le début de la saison prochaine aussi, ça s'annonce bien. C'est dommage pour lui, pour le Masters à Turin, mais sur cette semaine, il y a vraiment beaucoup de choses sur lesquelles il peut capitaliser. Et après, sur la finale en soi, Sinner a fait du Sinner et a su voilà, être impeccable sur les points importants. Il a bénéficié de quelques erreurs de jugement de Félix Auger-Aliassime, mais ça donne le score que ça donne. Et puis voilà, il reprend sa place de numéro un mondial. Peut-être pas pour longtemps, mais enfin, ça envoie quand même un gros, gros signal avant Turin chez lui. Bien sûr. Et puis, tu parlais du tournoi de Félix, et c'est vrai que sur le début, on pouvait avoir un petit peu peur, parce que sur ces 3 premiers matchs, il perd le premier set, et à chaque fois, il bataille pour revenir. Et dès le deuxième tour, il y a un énorme choc contre Müller qui gagne 5-7, 7-6, 7-6. Je ne sais pas si tu as pu voir ce match-là, mais Oui, 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 il mais était. Ouais, on s'inquiétait concernant lui, peut-être un peu. c'était vraiment un gros duel et Alex Müller avait toutes ses chances de battre Félix. Donc franchement, bien joué à lui. Et puis après, bien sûr, il bénéficie du fait que Alcaraz est perdu très très tôt dès le premier tour
pour avoir entre guillemets un tableau plus simple, mais quand même, parce que aller battre Vachereau aussi sèchement en quart, faut le faire, Mhm. parce que Vachereau était quand même sur une dynamique incroyable. Ils le mettent 2 et 2 très vite, faut le faire. Battre ce public-là plus concentré sur cette saison en 2-7, pareil, faut aller le chercher. Et puis en finale, il tombe sur un os, mais un trop gros morceau. Mais en se battant, et à chaque fois, il y a la TP qui nous montrait les stats sur Inder. Et force est de constater que Sinner et Aliassime sont les deux meilleurs joueurs statistiquement sur dur indoor. Là, il y a Sinner qui du coup a 26 victoires de suite sur cette surface. Mais je crois en pourcentage, Félix est premier ou deuxième sur le circuit actuellement sur dur intérieur. Il me Donc, semblait que qu'avant la finale, Félix était devant, oui, mais oui, que oui, du coup, ouais, voilà. Donc, oui, enfin. Parce qu'on se souvient de sa saison il y a 2 3 ans où il prend le titre il tout à fait fait. Anvers, Bâle et je sais plus quel autre tournoi Oui, la où il triplette fait, c'est ça, où il gagne 3 tournois de suite suite. Ouais, c'était la fin de sur saison aussi. sur Indoor. Ouais, c'est en 2022, pardon, où il Oui, prend Florence, Anvers et Bâle à la suite sur du indoor. Donc 2 250 et 1 500. Et puis même l'année suivante, en 2023, où il en met plus une dedans, son seul titre, c'est encore à Bâle sur du indoor, alors que mhm. personne ne le voyait gagner. Mais c'est vrai que sur ses 8 titres en carrière, il en a 7 sur dur intérieur. Donc ça prouve quand même sa force sur cette surface. Et, euh, et sinon, du coup, pour aussi quand même pour revenir sur Sinner, tout au long de son tournoi, j'ai vraiment trouvé, ce qu'il nous prouve depuis déjà quelques temps maintenant, sa marge par rapport au reste du circuit est impressionnante. C'est-à-dire que son niveau moyen, ça correspond au niveau max de certains joueurs. Genre, par exemple, si on revient sur la finale, j'ai vraiment trouvé que Félix fait un match vraiment plein, mais qu'il est vraiment dans le haut de son jeu. Alors que Sinner, j'ai plutôt trouvé qu'il était à son niveau moyen, moyen plus. Enfin, on l'a déjà vu mieux jouer qu'en Master 1000 ou en Grand Chelem. Et pourtant, on n'a jamais pensé que Sinner pouvait perdre cette finale. Et je trouve ça impressionnant, cette marge qui met à tout le monde sauf à Carlos. Mais là, euh, comme on l'avait dit dans les pronos, euh, Alcaraz n'avait pas en terrain conquis et était sur sa pire surface, donc il a perdu bien avant la finale. Mais c'est fou de voir la vitesse que Sinner met au reste du circuit sur son plancher, sur son niveau moyen, ce qui lui Et c'est permet ça, ouais. Mhm. de repasser numéro un mondial, un peu miraculeusement, entre guillemets, parce que pour que ça se produise, il fallait que Sinner gagne le tournoi et que Alcaraz perde avant les demi-finales. Donc le revoilà numéro un mondial à 250 points près. Mais du coup, il va arriver au Masters en tant que roi du circuit chez lui. Euh, et concernant Félix, pour le moment, c'est lui qui a la huitième place, mais il y a Musetti qui joue actuellement à Athènes qui peut lui prendre sa place Tout à fait. si il remporte le 250 d'Athènes, un tournoi où lui joue, mais il y a aussi Novak Djokovic à ce tournoi. Donc, ce sera peut-être Novak qui fera la barrière et qui emmènera Félix au Masters. Surtout qu'au moment où on tourne, Djoko devrait participer au Masters Oui, il a confirmé sa alors présence, ouais. que il avait dit, je crois, post-US Open qu'il ne viendrait pas. Et hier, donc le 3 novembre, euh, il y a le président de la fédération de tennis italienne qui a confirmé que Novak serait présent. Après avoir sur les derniers instants et selon ce qui se passe à Athènes, mais normalement Djoko devrait être là, donc il ne libère pas une place en plus. Le plus probable, c'est que Auger Aliassime soit la huitième place, mais à voir ce que peut faire un Musetti sur dur à Athènes. De toute manière, celui qui ne sera pas
qualifié sera le premier remplaçant à Turin. Avant qu'on passe au Masters, est-ce que tu as des choses à rajouter sur le tournoi de Paris dans son ensemble, sur cette nouvelle salle surtout, ou sur des éléments dans le tournoi qui t'a marqué? Ouais, non, c'est vrai que c'était un petit peu le côté gadget de cette semaine. Oh, comment ça va être à la Défense Arena. Voilà, il y a eu pas mal de teasers un petit peu partout sur à quoi va ressembler cette nouvelle salle. Je crois qu'il y a eu après, il y a eu des réactions un peu mitigées, même si globalement, je crois que tout le monde a pu apprécier le nouveau format. Je crois qu'il y a des petites choses sur les cours annexes. Voilà, on entendait un petit peu les autres matchs. Un petit coup d'ailleurs à notre ami Fernando qui a pu profiter C'est vrai. d'y aller le jeudi. Mais bon, globalement, je crois que le public a été assez conquis. Je crois surtout sur la mise en scène qui était assez fantastique. On n'a plus le tunnel où les joueurs passent, mais vraiment on voit les deux dès le départ. Donc voilà, au niveau de la scénographie, je crois que c'était vraiment pas mal. Après, bon, ça reste la première année, donc forcément, il y a des petites choses qui ont un peu moins plu, l'espace pour circuler, etc. Mais bon, il faut bien commencer quelque part. Donc ça, on verra comment ça se passe l'an prochain. Et puis non, plus globalement, ce que j'ai adoré après, juste pour rester sur le côté un peu tennis pur et dur, vraiment sur ce que j'ai adoré sur ce master, qu'il était encore décisif pour savoir qui allait être à Turin. Il y a vraiment, on a commencé en ayant encore pas mal d'interrogations sur la fin de la liste. Et là, vraiment jusqu'au bout du bout, on connaît pas exactement les qualifiés. Je trouve que ça laisse du suspense jusqu'à la fin de la saison, et c'est ça qu'on veut voir sur le dernier Masters 1000 aussi, qui est davantage qui est encore du suspense, que ça joue vraiment pour quelque chose, quoi. Et ça, pour moi, c'est mon petit top du RPM cette année. Voilà. Bien sûr, et je te rejoins sur ce que tu as dit. Il me semble que c'est vraiment les annexes, et notamment le cours numéro un qui a bien plu en général. Moi, cette année, j'ai pas eu la chance d'être sur place, mais de ce que j'ai pu voir, lire, c'est que le cours numéro un qui maintenant fait 4000 places à Nanterre, a beaucoup plu sur l'ambiance, sur bah, du coup cette capacité, parce que 4000 pour un cours de tennis, ça reste Mhm. conséquent, surtout pour un cours numéro un, enfin annexe. Après, moi, s'il y a une petite critique à faire, c'est plutôt sur le central et comment dire, sur le rendu télé, ou en tout cas sur Ah oui, télé oulala, oui, oui, française, oui. on était très loin et surtout c'était très aplati. Normalement, sur le format télé, donc là c'est un peu technique, mais on est sur du 16 neuvième. Et là, limite, j'avais cette impression que c'était du 16 12e. Enfin, je sais pas, c'était très très large. Euh, et donc, du coup, sur le rendu télé, c'était très bizarre parce qu'on avait un faux rendu et sur des balles qui nous paraissaient bonnes, en fait, elles étaient fautes ou l'inverse. Donc, du coup, ouais, pour l'année prochaine, il faudrait peut-être voir pardon, à améliorer ça pour le rendu spectateur. Et j'ai cru voir aussi que si tu étais derrière les joueurs d'un côté, tu pouvais, même en catégorie 1, tu pouvais quand même être très loin du cours. Euh, donc, à voir aussi pour soit Ouais. mettre ses places moins chères ou mettre ses places en catégorie 2 3 pour l'année prochaine, tout simplement. Oui, Et oui, puis, c'est vrai que je crois que c'est derrière la présidentielle, c'est aussi pour ça que ouais. ça faisait un petit peu râler. Tu voyais pas très bien alors que tu avais vraiment payé tes places super cher. C'est Mais bon. ça. Et puis, pour revenir sur le terrain, enfin, moi, ce que j'ai aimé, mais aussi, c'est le format Master 1000 sur une semaine qui fait, c'est que chaque jour, je me levais et j'avais au moins 4 5 matchs que je voulais voir. Enfin, on avait des très belles affiches dès le début qui nous mettaient en haleine directement, ce qui prouve encore une fois que le format Master 1000 sur une semaine reste le meilleur sur le circuit contrairement à ceux sur 12 jours.
Et puis après, j'aimerais quand même saluer quelques performances. On a Vachereau qui, même s'il perd en quart, est encore allé très loin. Et limite, s'il commence bien 2026 en Australie, il sera tête de série à Aloha. Donc, et ça, Ouais, je super le dis, nouvelle. c'est ça, parce que là, il est 30e mondial, bon, ça peut encore un peu bouger, mais si, il suffit qu'à Brisbane et à Adélaïde, il marche bien, et il peut rester entre 30, entre 32 et on va dire 27, 28 et être tête de série. Dire cette phrase, il y a même encore 2 mois, c'était impensable. Donc bravo à lui. On a Rublev aussi qui est un peu revenu, même s'il perd contre Shelton. Mais au moins il a pu gagner un petit peu de match et mettre fin à sa saison avec quelques victoires tout de même. Et puis sinon, Medvedev, même s'il perd contre Zverev, me fait plaisir, on va dire, plus généralement sur ces 2, 3 dernières semaines où il commence à bien revenir, à se remettre sur le bon chemin. Et j'espère qu'on aura un vrai Medvedev en 2026 et que ça ne sera pas qu'un one-shot, en tout cas. Et puis sinon, globalement, j'ai trouvé que dans son ensemble, on avait un très bon niveau tennistique. J'ai vraiment passé un très bon tournoi et je viens d'y penser de dernière critique. Pour l'année prochaine, merci de réaccélérer la surface, messieurs qui s'occupent de ça, parce que on avait eu un graphique au début du tournoi et c'est pas normal que, ce, qu'un tournoi sur dur indoor soit quasiment aussi lent que les durs de Indian Wells ou de Miami. Ce n'est pas normal. Donc, merci pour 2026 de remettre un dur rapide parce qu'on est sur dur indoor. Il faut que le jeu aille vite. C'est l'intérêt de cette surface. Sinon, ça ne sert à rien. Et c'est pas pour mettre une balle à Indian Wells ou Miami, mais c'est bien d'avoir une variété de surfaces sur le circuit pour que chaque joueur puisse avoir une spécialité. Donc c'est très bien d'avoir des durs lents, mais il faut aussi avoir des durs rapides pour varier les plaisirs. Voilà pour mon analyse plus globale sur le Rolex Paris Masters. Bon, si tu n'as plus rien à ajouter, on va parler du Masters féminin qui a commencé il y a 3 jours à Riyad en Arabie Saoudite. Donc, juste pour faire un point comptable avant de commencer, dans le groupe Serena Williams Rybakina se qualifiait bah, du coup ce lundi, alors on enregistre, en battant Swiatek et en ayant battu le pop-up Anisimova sur le premier match. Et donc Madison Keys est éliminé en ayant perdu ses 2 premiers matchs contre Swiatek et Anisimova. Et donc nous aurons le match pour la deuxième place en demi-finale entre Swiatek et Anisimova ce mercredi. Et dans l'autre groupe qui joue cet après-midi, alors on enregistre, on a Sabalenka et Pegula qui ont gagné leur premier match respectivement contre Paolini et Coco Gauff. Et donc du coup, Gauff et Paolini cet après-midi vont jouer pour leur survie dans ce groupe-là. Alice, je vais quand même te redonner la parole. Qu'est-ce que tu retiens de ce début de Masters en général? Oui, bah on se retrouve vraiment avec ouais, des joueuses qui, là aussi, hein, il y a eu un petit suspense sur voilà Rybakina qui valide sa place pour le Masters féminin in extremis au détriment C'est ça. de voilà, enfin au détriment. Non, et puis c'est De Paolini, Mira? pardon, c'est Paolini qui, oui, Paolini aussi qui valide sa place en dernière minute au détriment de Mira Andreeva. Hmm. Donc voilà, ça a été un peu. Alors que finalement, il y a quelques mois, on aurait pu un peu se poser des questions et ça semblait plus ou moins acté que Andreeva serait Oui, quand même, enfin avait vraiment toutes ses chances bien sûr. d'être au Masters. Bon après, elle est à Riyad en double, C'est ça, mais c'est vrai qu'en simple, on l'attendait peut-être un peu. Je crois que ça a été évidemment. une petite claque, une déception de ne pas arriver à être parmi les 8 joueuses qui se retrouvent dans la liste. Mais après, sur les joueuses qu'on a, bon bah voilà, Sabalenka, Swiatek, Gauff, Paolini, Pegula, Madison Keys et Rybakina, on est quand même sur un très beau plateau aussi avec des styles de jeu complètement différents. Donc c'est ça que je trouve vraiment.
vraiment chouette pour ce Masters. Il y a eu des petites surprises, hein, effectivement, peut-être Gauff qui se fait surprendre d'entrée. C'était pas forcément, c'était possible, mais c'était pas forcément attendu. Et ça fait partie de Ouais. la. Goff Ouais, a non, fait un ça. match affreux, hein, vraiment. Oui, oui. Elle, sur ce match-là, elle perd logiquement, hein, mais c'est vrai que c'est. On pouvait peut-être s'attendre à un meilleur début, mais bon, c'est toute la difficulté hein, d'arriver et de devoir défendre son titre, puisque c'est elle la tenante du titre. Et là, cet après-midi, elle va jouer pour sa survie, comme tu dis, et ça va pas être simple. C'est à sa portée de contre Paolini, hein, donc. Et puis sur cette surface, elle a de quoi se défendre. Mais bon, si effectivement elle reproduit le match d'ouverture, ça va être très compliqué pour elle. Pour revenir sur Goff, son match contre Pegula était vraiment très dur à voir. C'était vraiment pas du très beau tennis. C'est surtout que bah, en Arabie Saoudite, y a pas le public pour mettre de l'ambiance et réveiller et tout ça. Mais oui, c'était très dur à voir. Elle réussit quand même à choper un fait. On sait pas trop comment, parce qu'encore une fois, une catastrophe au service. Je crois qu'elle claque 16 double fautes encore une fois. Ce qui est beaucoup trop pour une numéro 3 mondial Oui, oui, oui. et pour un match, enfin pour un tournoi où tous les matchs sont importants. Et, euh, et en fait, dès que euh, Pegula était à un niveau moyen plus, on va dire, elle réussissait à pousser à la faute gauche. Enfin, c'était très très dur à voir, mais en même temps, c'était le premier match un peu serré de ce Masters, parce que les trois premiers matchs, on a eu trois branlés, hein. Je suis désolé, on a Mhm, Swiatek qui met 6-1, 6-2 contre une kit fantomatique. C'est vraiment. Keys n'était pas là. Elle a joué deux jeux à fond, je trouve, sur ce match-là. Rebekina qui met 3 et 1 à Anisimova, pareil, en rouleau compresseur. Et le lendemain, on commence avec Sabalenka qui met aussi 3 et 1 à Paulini. Donc on se dit, purée, tous les matchs font 1h10 max. Ça va être sympa, ce Master. après, Euh, il y avait peut-être la motivation du prize money, on le rappelle, hein, et oui, bien effectivement, sûr, bien sûr. la joueuse qui sera invaincue double ses gains. Donc, Ah peut-être oui, c'est que ça. sur ce premier match, Ouais, il y en avait ouais, deux, c'est trois qui ça. étaient là. Ok, c'est pour moi. Ouais, bah, je crois que oui, la joueuse, enfin, si une joueuse gagne le tournoi sans perdre un match, je crois que c'est 5 ou 6 millions. 5 millions, je crois. 5 Ouais, millions 5 6, donc quelque chose c'est comme ça. vraiment, on va dire, une fois et demi plus qu'un grand chelem. Effectivement, ça peut compter. Et ensuite, j'aimerais quand même revenir sur le match d'hier entre Swiatek et Rybakina, où franchement, ce match reste un mystère pour moi parce que si l'attaque commence à son habitude, elle commence très fort, elle met sous pression d'emblée Rybakina. Et donc elle prend le premier set 6-3, mais comme je l'avais mis dans mon live tweet, on sentait quand même Rybakina enfin, être quand même bien mieux en fin de premier set. Et du coup, j'étais curieux de voir qu'est-ce que ça allait donner. Et à ce moment-là, je pensais qu'on allait avoir un Swiatek Rybakina avec les deux à leur meilleur niveau. Et à partir du deuxième set, d'une manière incompréhensible, Swiatek a arrêté de jouer. Franchement, elle a fait faute sur faute. Alors, c'est aussi dû à Rybakina qui déploie un jeu que Swiatek déteste, hein. C'est pour ça que, même si il me semble que Iga mène dans le head-to-head, Rybakina reste une de Ça bête ses noire, hein. bêtes noires, Mm, mm. parce qu'elle joue très agressif, très long. C'est elle qui dicte le jeu et c'est vraiment ce que Swiatek déteste, hein. Elle est à l'aise quand c'est elle qui mène le rythme et qui, comment dire, est en position de dominatrice. Et là, contre Rybakina, c'était pas le cas. Du coup, elle se prend 600, 6-0 par la suite. Et vraiment. Moi, ce qui m'a surpris, bon, déjà voir Swiatek prendre une bulle, alors même si elle s'en est C'est, pris quelques-unes cette saison, ça reste très c'est rare. surprenant. C'est rare, Ça hein, reste quand même. rare, parce que normalement, c'est plus elle qui les met. Mais surtout, moi, une stat qui me choque le plus, c'est normalement, quand Swiatek gagne le premier set, elle gagne le match à 98%. Mhm. C'est un peu à la manière de son idole Rafa. Quand Rafa gagnait le premier set, c'était très dur d'aller lui prendre le match derrière.
Et là, voir Swiatek prendre le premier set et prendre 1-0 derrière, même si Rybakina s'était vraiment bien mis et a vraiment joué un excellent tennis, franchement, c'est plus ça qui m'a surpris. Mais en même temps, ça fait plaisir de voir une Rybakina bien revenir. Donc franchement, Rybakina, bravo. Elle se qualifie pour la première fois de sa vie en demi-finale d'un Masters. Donc voilà, c'est la première à passer les poules. Et pour revenir sur le dernier match entre Anisimova et Keys, je ne sais pas si tu as pu le voir, mais Keys, pareil, c'était un peu sur courant alternatif, où Keys mène 6-4-3-1 avant de perdre 6-3, 6-2 sur la fin de match. Donc ouais, une Madison Keys qui s'est un peu euh, éteinte sur son match Ouais. contre Anisimova. Mais de manière générale aussi, je trouve que Madison Keys, depuis son sacre australien, voilà, il y a quand même des hauts et des très bas. Et c'est vrai qu'on l'a vu. Enfin, j'avais la sensation qu'elle était presque surprise d'être là, alors que bon, elle a sa place. Hein. Hmm. Mais voilà, c'est vrai que contre Anisimova quand même, voilà, elle prend un set pour inexistante contre Swiatek. Je crois que c'est le côté, ouais, son premier match, elle a vraiment pas réussi à rentrer dedans. Bon, peut-être que sur le deuxième match, de toute façon, elle n'avait pas le choix. Elle devait absolument donner tout ce qui lui restait. Ça a marché pour un set. Mais après, derrière, bon, je pense que après, Anisimova et Madison Keys, elles se connaissent quand même très bien. C'est deux joueuses américaines qui se sont affrontées plusieurs fois déjà. Donc, elles connaissent les forces et les faiblesses de l'une de l'autre. Et donc, voilà, ça donne, c'est vrai que c'est terminé pour Madison Keys qui ne fera pas de toute façon, à mon avis, long feu contre Rybakina si on voit la Rybakina qu'on a vue. Mais je regardais juste pour revenir sur voilà, les petits duels de Swiatek et Rybakina. Ça, c'est souvent quand même des matchs, en tout cas récemment, qui sont où il y a quand même un set qui est assez serré. Pas mal de 3-7, même si ça dépend des surfaces, mais ça va souvent à 7-5 ou à 7-6 et même 6-4. Voilà, c'est pas des grandes différences. Et donc, moi, c'est ça qui m'a surpris, c'est que d'habitude, quand même si c'est sur 2 ou 3-7, ça reste des joueuses qui sont proches au moins sur un set. Et là, c'est vrai que les deux derniers sets de Chiatek, c'était à se demander si elle était blessée ou s'il y avait quelque chose qui avait lâché. Donc, à voir pour son dernier match parce que oui, elle joue sa vie. Et donc, du coup, pour terminer ce podcast, on va essayer de miser et de faire aussi bien qu'avec Sinner à Bercy. On va lâcher un petit chrono. Alors, même si on le fait au moment où le tournoi a déjà commencé, on en a déjà quelques infos. Euh, mais voilà, on le fera pas tout en détail, mais on va lâcher la favorite ou celle qui devrait gagner, selon nous. Euh, Alice, est-ce que tu as un nom à donner? Bah, c'est un peu difficile parce que voilà, il y a quand même un petit trublion, on en a parlé beaucoup, Rybakina, qui voilà, a l'air de vouloir terminer sa saison très très fort. Après, on n'a pas beaucoup parlé de Sabalenka, qui quand même, ça fait presque, c'est comme si, oui, on s'attendait à ce que la numéro un mondiale soit de toute façon à ce niveau-là sur cette surface. Donc voilà, entre Rybakina et Sabalenka, mon cœur balance un petit peu, enfin mon cœur, ma tête balance un petit peu. Juste pour le goût de la surprise et le goût du risque, moi je vais aller sur Rybakina. Ouais, bah, j'aimerais beaucoup l'avoir gagné un Masters, mais moi, je vais plus me fier à la raison et partir sur la numéro 1 mondiale. Donc, pour moi, Sabalenka, même si du coup, on a un match de moins. Enfin, on a pu voir un match de moins comparé à Rybakina, même à Swiatek. Je veux quand même aller sur Sabalenka, sur la sécurité. Elle a détruit euh, Paolini sur son premier match. Là, elle joue une Pegula qui, même si elle a battu Gauff, elle n'a pas battu Gauff en jouant un tennis exceptionnel. Donc je pense que Sabalenka devrait sortir des poules sans perdre un match, je pense. Et donc ensuite, ça la fera jouer contre normalement Swiatek ou Anisimova en demi-finale. Et donc, ouais, moi je la vois plus forte sur dur en plus. Et si on a, comme on l'attend, un Sabalenka contre Rybakina en finale. Même si Rybakina, je pense, peut opposer une belle résistance, je pense que Sabalenka
va tout de même s'en Le sortir. head-to-head est quand même assez favorable à Sabalenka, ça c'est vrai. Ouais. Donc moi, j'irai avec la numéro 1 mondiale. Donc voilà, Sabalenka, Rybakina pour nos petits pronos express, en tout cas. Voilà, pour ce Masters 2025. Bon, on va s'arrêter là. On va se retrouver en fin de semaine prochaine, enfin en fin de semaine, pardon, juste pour faire le récap de ce Masters féminin et puis enchaîner aussi avec les pronos du Masters masculin, du coup, qui va commencer dimanche ou lundi, je ne sais plus exactement, mais une fois que les 250 de Metz et de Athènes seront terminés, parce qu'il peut encore Ouais. avoir un impact sur le tournoi, comme on l'a dit précédemment, et puis après, on pourra mettre un terme à cette saison 2025 bien chargée, encore une fois, et bien remplie. Il y aura un petit Voilà. point Coupe Davis quand même, hein, le dernier derby Oui, c'est vrai, surtout qu'on a un derby contre encore la une fois. Belgique et C'est peu vrai. importe le sport, hein, que ce soit le foot, le basket, le hand, en tant que Français, on n'a pas le droit de perdre contre la Belgique. Donc, bien sûr que on en parlera vite fait entre deux masters. Voilà. Passez une bonne journée, une bonne soirée, et puis on se retrouve la semaine prochaine. Salut à tous.